Les Hauts-de-France seront très bien représentés aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur la scène Stéphane Kierstetter, dirigeant de la société Mallanger Packaging, et qui est venu accompagné de sa cliente. Et ils vont nous présenter en fait, le développement de leur nouvelle solution d'emballage éco-conçue, qui répond notamment aux enjeux qu'on a vus précédemment. Merci beaucoup, et en tout cas merci de nous avoir invités à cette présentation. Donc effectivement, je suis Stéphane Kierstetter et j'ai le plaisir de diriger une PME dans le Nord qui s'appelle Mallanger Packaging. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est surtout la démarche que l'on a eue pour la création d'un emballage assez innovant, puisqu'il est basé uniquement sur du papier et donc sur de la fibre. Donc en fait, Mallanger, à l'origine, c'est une société qui est née en 1908 et qui a toujours été dans l'impression et qui a décidé dans les années 98 de migrer vers le marché de l'emballage parce qu'on sentait bien que le marché de l'impression classique, ça devenait un petit peu compliqué. Mais on ne savait pas trop ce qu'on allait y faire exactement. Mais c'est en fait partie d'une envie. J'avais vraiment envie qu'on parte sur ce marché-là. Et donc, avec une nouvelle équipe, et donc avec M. Pacou qui est ici présent, on est parti sur ce marché-là en apprenant surtout, non pas venant avec des a priori, mais en écoutant les clients et en faisant vraiment jouer l'écoute auprès de nos clients pour savoir comment on devait se diriger. Et donc aujourd'hui, on est sur le marché donc, de l'emballage souple et on est présent sur l'agroalimentaire, la cosmétique, la jardinerie, l'industrie, donc en fait sur tous les emballages que vous pouvez imaginer dans les linéaires aujourd'hui. Et donc notre point fort avec notre technologie, c'est qu'on est vraiment spécialisé sur les tirages à forte réactivité, c'est-à-dire que nos délais de livraison sont de l'ordre de 15 jours, et on a même, quand on a une démarche lean management avec certains de nos clients, comme par exemple les sucres Béguin, on arrive à faire des cycles de 8 jours entre le bon de commande et la livraison qui est réalisée. Donc ça, c'est vraiment notre point fort, et avec une qualité qui est bien sûr indiscutable sur le marché. On a, en 2011, on a fait une démarche, on a débuté notre démarche RSE, et avec notre fédération, et donc j'ai ici un représentant qui était là d'ailleurs à l'époque, on a démarré un bilan carbone, parce que je voulais savoir qu'est-ce que notre process impactait au niveau du bilan carbone sur l'environnement. Et on s'est rendu compte, en fait, après l'analyse, que notre process d'impression n'avait une incidence que de 15% sur le bilan carbone global, et que la majorité, donc 75%, c'était dû en fait au support. Donc je me suis dit, s'il y a des progrès à faire à l'avenir, ça va être surtout de travailler sur le support plutôt que sur notre process. Ça ne veut pas dire que notre process, on le laisse de côté, bien sûr, mais en tout cas, il y a surtout un effort à faire sur le support. Donc, on s'est à ce moment-là dirigé sur, en 2013, on avait déjà des accointances particulières parce que, comme tout à l'heure, on vous l'a dit, le CTP a une antenne située à Douai qui est spécialisée sur l'impression. Et donc, en 2013, j'ai le directeur général du CTP, M. Lénon, qui m'a dit tiens, est-ce qu'à la limite, tu serais intéressé par la création d'un LabCom? Alors, un LabCom, c'est quoi? C'est en fait le fait de faire fonctionner ensemble, de faire de l'innovation entre un laboratoire, un centre de recherche comme le CTP, et une entreprise, et une PME comme nous en l'occurrence. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, oui, effectivement, on a plusieurs projets qu'on pourrait développer à l'intérieur de ce LabCom, et on a donc démarré ce projet-là en 2013. Pour des raisons administratives, ça a pris un certain temps avant de se mettre en place, et on a pu commencer à travailler sur le sujet en 2015. Et donc l'objectif, c'était vraiment de créer un emballage qui soit, avant toute chose, 100% recyclable. Et donc on s'est dit, pour rester simple, il faut qu'on soit sur du monomatériau, et le papier semble effectivement un bon support, à condition de lui apporter les qualités barrières et fonctionnelles nécessaires pour pouvoir en faire un emballage.
Et donc à ce moment-là, on a commencé à travailler sur ce sujet et on a eu l'immense plaisir d'avoir un de nos clients qui est situé dans la bio, qui s'appelle Nature et Aliments, qui insistait déjà depuis longtemps pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de supprimer définitivement l'aluminium de nos emballages. Alors c'est vrai que l'aluminium, pour nous, jusque-là, ça a toujours été un support qui était intéressant, puisqu'on sait que c'est une barrière totale à tout, hein, à l'oxygène, à la vapeur d'eau, enfin, à la luminosité, etc. Et on s'est dit, on ne pourra pas atteindre cette fonctionnalité-là, totale, hein, ce n'est pas notre recherche. Par contre, l'objectif, c'est vraiment d'apporter la juste qualité barrière nécessaire aux produits à protéger à l'intérieur. Et donc, en l'occurrence, justement, on a les emballages pour Nature et Aliments qui sont vraiment réalisés à partir jusque-là d'aluminium, mais on savait quelque part qu'on était en surqualité, donc en surbarrière par rapport à cet emballage. Donc, une analyse a été faite avec Nature et Aliments pour se dire, eh ben, de quoi vraiment on a besoin. Et donc, on est parti initialement sur la barrière à l'humidité. Et chemin faisant, bien sûr, en écoutant notre client, il nous a dit « Ah oui, mais attendez, c'est pas tout. Il faut rajouter quand même la scellabilité, parce que moi, je dois utiliser votre support sur mes machines. Je ne vais pas faire transformer mes machines pour faire autrement. Donc, il faut que vous puissiez vous adapter à ça. Et donc, il fallait rajouter la fonctionnalité de la scellabilité sur le papier. Et donc, avec le CTP, on a démarré cette innovation et l'année dernière, on a réussi donc à mettre au point effectivement un produit qui, alors vous imaginez bien que les tests qui ont été faits sur les machines de Nature et Aliments, au début on était vraiment sûr de nous parce qu'on transforme aussi nos emballages chez nous, donc on a vu qu'au niveau des temps de scellage on était bon, que le scellage était bon, donc on s'est dit on y va relativement tranquille, mais en fait en passant sur les machines de Nature et Aliments, compte tenu des cadences, la première charge elle est partie directement par terre, on n'a rien pu faire du tout. Donc on a réussi à améliorer au fur et à mesure pour aboutir à l'image que vous avez là, c'était le premier emballage que l'on a réalisé, donc il y avait les justes qualités barrières nécessaires pour la gamme de produits ciblés par Nature et Aliments, mais qui étaient sellables et directement utilisables tels quels. Au niveau de la recyclabilité, donc bien sûr le CTP avait inclus ça directement dans ses travaux, donc on est en cours de classement CEREC, hein, le dossier est déposé, il est en cours, mais les tests techniques ont déjà été réalisés pour être certain que ça puisse être parfaitement recyclable. Donc le CTP, je ne vous le représente pas, hein, ça a été fait déjà un petit peu tout à l'heure. Et donc, on a abouti, donc par rapport à un support qui était papier alu PE, on a abouti à papier avec la fonctionnalité de scellabilité et la juste qualité barrière, ce qui fait que par rapport au bilan carbone qu'on avait fait à l'époque, on voit qu'on a abouti à un gain de 18% au niveau du poids, mais surtout un gain de 56% au niveau du bilan carbone par rapport à cet emballage. Donc ça, c'était vraiment, c'est une première étape, hein, c'est notre premier support qu'on a appelé CP01 pour faire simple. Par contre, on a déposé une marque qui s'appelle CyclePack, parce qu'effectivement, on va décliner en fonction des besoins fonctionnels de nos clients une gamme d'emballages, mais qui aura toujours pour objectif d'être 100% recyclable. Mais il y aura des gains à faire en termes de qualité barrière vis-à-vis des graisses, des points qui sont aussi à rigidifier sur certains endroits sur les emballages. Donc c'est toute une gamme d'emballages en fait qu'on va mettre sur le marché à partir de l'année prochaine. Et donc dans cette démarche, notre client qui a été quand même la partie la plus importante pour nous faire avancer, parce que sans lui on n'aurait jamais réussi, donc c'est Madame Sybille Chaperon qui est ici présente et qui va vous présenter un peu sa société. Bonjour à tous, donc, je suis Sybille Chaperon, co-dirigeante de la société Nature Aliments. Nature Aliments, on est une petite PME située à Nantes, dans la région nantaise, et on fabrique des préparations en poudre pour desserts, potages, aides culinaires, et tout en bio.
Donc quelques chiffres sur l'entreprise, une entreprise centenaire qui a été créée en 1913 par Eugène Jost, aujourd'hui toujours entreprise familiale, 5e génération de Jost à la tête de l'entreprise. Nous aussi, on a été pris pour des fous parce que dans les années 1970, on s'est orienté très tôt vers l'agriculture biologique. C'était les convictions de l'ancien dirigeant. Et on a suivi ce cap depuis les années 70. Donc ça a été un chemin difficile, mais aujourd'hui un bon choix du dirigeant de l'époque. En 2009, on a passé toutes nos gammes de produits en bio pour vendre uniquement des produits issus de l'agriculture biologique. Donc en 2011, on a créé une usine éco-conçue qui allait avec notre éthique, une usine avec bâtiment BBC, panneaux photovoltaïques, voilà. En 2013, on a fêté nos 100 ans et en 2017, on a fait un agrandissement de 600 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes 2 co-dirigeantes à la tête de l'entreprise, 19 salariés et on insère aussi une équipe de 8 travailleurs handicapés dans nos locaux. Donc quelques chiffres, 4,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, répartis sur 3 marques. Une première marque, la marque Nathalie, vendue auprès des magasins bio, qui représente plus de 75% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. La marque Plaisance Bio, dédiée à la grande distribution, environ 17% des chiffres. Et une petite marque, Nathalie Pro, dédiée à la collectivité. Donc un chiffre également sur nos lignes de production, on sort aujourd'hui 6 millions de sachets à l'année. Donc on a une démarche éco-environnementale forte qui est liée à notre ADN et liée à notre culture bio depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Et une démarche RSE aussi qui a été entamée depuis de nombreuses années. Et on a formalisé notre premier plan RSE en 2013. Voilà. Donc naturellement, une de nos demandes depuis 10 ans, hein, Grégory pourrait vous le dire, voilà. Depuis une dizaine d'années, je lui demande, bon, quand est-ce qu'on arrive à supprimer l'aluminium dans nos sachets? Et pour nous, voilà, avoir un matériau pas recyclable n'allait pas avec notre produit, avec notre éthique, mais on n'avait pas d'autre solution que de conditionner sur un complexe papier, aluminium et PE. Donc notre volonté, c'était également une volonté de nos clients, hein, principalement les magasins bio, c'était d'avoir un support recyclable, de supprimer cet aluminium qui a aussi parfois mauvaise presse dans certains circuits, notamment dans la bio. Aussi de conserver l'effet barrière, parce que c'était aussi de pouvoir garder nos produits jusqu'en fin de date. Donc à la fois une barrière à l'oxygène et surtout à l'humidité dans le métier de la poudre. D'assurer la bonne conservation et également d'être mécanisable, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'on a fait des premiers essais sur certains films où on s'est rendu compte que c'était la catastrophe. On avait de très beaux films, très beaux résultats, mais impossible de passer sur les machines. Donc voilà, donc suite à nos nombreuses sollicitations, on a été très heureux de participer et on a sauté sur l'occasion à se dire, bon ben voilà, on sera les premiers à tester ce film. Donc on a fait de nombreux essais avec la société Mallanger sur l'année 2017 qui ont contribué à l'obtention de bons résultats. Et donc en lancement sur l'année 2018, excusez-moi les essais, et lancement en janvier 2019 de toute notre gamme de bio-flan. Donc ce sont nos préparations pour flan à la marque Nathalie qui vont être désormais conditionnées sous ce nouveau film Cycle Pack, voilà, à partir du début de l'année prochaine. Donc ça représentera à peu près, la gamme Bioflan, c'est déjà pratiquement 1 million de sachets, hein, donc pas une part non négligeable. Et petit à petit, l'idée c'est de transposer tous nos films sur le Cycle Pack. Voilà, merci. Et donc j'en profite pour vous dire aussi qu'à l'intérieur des sacs que vous avez une explication un petit peu sur notre emballage avec un échantillon qu'on a joint qui vous permettront de voir un peu et de toucher ce que ça peut donner. Merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, je disais tout à l'heure, l'éco-conception et l'innovation, c'est pas que pour dans 10 ans. Alors, vous l'avez amorcé il y a 10 ans. Et donc, heureusement qu'il y a des visionnaires qui amorcent le changement depuis un moment, mais donc il y a des solutions qui existent dorénavant sur des solutions papier, recyclables, emballage alimentaire,
Voilà, donc c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Là-bas. Bonjour. Alors j'avais une question pour chacun d'entre vous. Au niveau du produit, est-ce que sur certains des produits de votre gamme, vous allez quand même être amené à réduire légèrement la DLUO des produits du fait de passer sur ce type de conditionnement-là? Et au niveau technique sur l'emballage en lui-même, donc vous avez travaillé avec le CTP, la technique qui est utilisée, c'est une de celles que le CTP nous a présentées, ou est-ce que c'est encore un autre traitement du support? Merci. Moi, je vais répondre sur la DLUO. Je vous laisserai répondre sur la partie technique. Donc, sur la DLUO, aujourd'hui, on va démarrer sur certains produits où on a déjà mis en test de vieillissement, qui nous permettent d'assurer la DLUO aujourd'hui de 2 ans sur les produits. Et donc, petit à petit, on poursuivra les tests pour aller sur les produits qui nous posent un peu plus de soucis, parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne peut pas conditionner l'ensemble de notre gamme. Il faut qu'on avance encore avec la société Mallanger et le CTP. Mais pour la première gamme de Blioflan, il n'y a pas de souci, on conservera notre DLUO actuel. Alors pour la partie technique, tout à l'heure, le CTP avait cité que ça pouvait se faire par induction. C'était une des choses qui était déjà un petit peu aboutie. Donc c'est, on va dire, principalement ce qu'on utilise. Quant à la chromatogénie, on est justement en discussion parce que je pense que ce sera aussi une solution d'avenir pour greffer effectivement les papiers à moyen terme. Mais c'est encore un projet d'investissement complémentaire. Je pense qu'on ira, mais il y a encore pas mal de choses, de tests à réaliser et de viabilité justement par rapport à l'aspect économique. Pardon ? Vous n'êtes pas complètement en monomatériaux à ce moment-là si vous êtes sur une induction? Ah si. On n'a que du papier, c'est que de la fibre. D'accord. Les charges, si on peut parler comme ça, que l'on ajoute, ça représente entre 11 et 13%. Mais sinon, c'est que du papier. D'accord, mais ces charges, du coup, sont de quelle origine? Elles sont... on traite le papier, on met la charge, c'est séché, et c'est comme ça que c'est inclus directement dans la fibre. Enfin, c'est pas de la chromatogénie, mais en fait, la chromatogénie va déposer un réactif en surface et provoquer la chromato pour que ça puisse se greffer. Nous, en fait, on n'a pas de chromato, mais c'est directement séché sur le support papier. Donc on reste qu'avec un seul... Il n'y a pas de film, il n'y a rien qui est rajouté en termes qu'autres matériaux. C'est comme si c'était, on va dire, de l'encre que vous pouvez désencrer après. Ok. Pardon? Alors, sur l'emballage total, comme vous l'avez là, donc dans les calculs, je pense que c'est effectivement 10% de charge, encre, etc. et 90% de support fibre. Karine Hermenier, du magazine Process Alimentaire. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas utiliser cette solution sur le reste de votre gamme? Est-ce que ce sont des produits qui ont besoin d'autres propriétés barrières? Alors, sur certains produits, c'est les graisses qui posent aujourd'hui souci. Donc, on doit travailler sur un support qui sera ingraissable. Donc, la technologie doit encore travailler sur un autre support papier. Voilà. Si vous voulez, c'est vrai que sur toute la gamme, il y a des produits qui ont besoin de plus ou moins de barrières. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut à nous d'amener la juste qualité barrière. Quand on a un taux de lipides dans les produits qui est relativement, enfin, on va dire élevé, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'on ait une réponse qui soit adaptée par rapport à ce taux de lipides. Et donc ça, c'est ce qu'on est encore en train de mettre au point. Du point de vue de Citeo, quelle serait la deuxième partie de vie de ce produit? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question. Après usage, d'après Citeo, quel serait le circuit ou le cycle en deuxième partie de vie pour revenir dans l'économie circulaire? Alors, a été évoqué par Stéphane Kerstetter les analyses de recyclabilité. Recyclabilité, évidemment, sur la base du référentiel. Alors, pour l'instant, ce n'est pas les tests qui ont été faits par le CEREC, mais par Mallanger avec le CTP suivant les mêmes protocoles. Donc c'est bien des tests de recyclabilité dans le process papetier classique.
Donc pour l'instant, les résultats sont encourageants. Nous attendrons les résultats officiels du CEREC sur l'analyse de recyclabilité, mais c'est bien recyclabilité analysée dans un process papetier au cartonnier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non. C'est bon. Oui, j'ai bien compris et j'imagine bien. Ma question c'était comment, de par la rénovation des centres de tri, ce produit-là, on va le mettre préférentiellement dans quel circuit? Comment est-ce qu'on voit le flux? Au niveau du centre de tri, c'est ce type de matériaux. Alors après, il y aura la problématique de la granulométrie, enfin la taille de l'emballage. Si pour certains produits de nature aliment, il faut un emballage de cette taille, on aura du mal à vous demander de le faire de la taille d'une page A4 pour que ça passe dans l'ensemble des cribs. Mais sinon, le flux, la matière sera orientée vers soit les sortes type 502, donc les papiers carton non complexés, ou s'il y a un comportement proche, ou en tout cas une matière première proche du graphique, on pourra en retrouver un petit peu dans le graphique, puisqu'a priori, vous serez que sur de la fibre blanche, blanchie. Et voilà. Mais l'objectif est que ce soit orienté vers les standards carton. Voilà. Moi, j'ai une question pour ceux qui prennent le train dans le mauvais sens. Donc, comment quelle est la démarche que vous avez engagée pour emmener le marché avec vous? Parce que c'est ça l'histoire. Nous, on avait déjà une demande du marché. Voilà, donc déjà, c'est un constat sur nos emballages. On avait des demandes de notre principal client, qui est Biocop, pour ne pas le citer, depuis des années, nous dit à chaque négociation, chaque année, bon, et vous n'avez pas un autre moyen de supprimer cet aluminium parce que nous, ça nous pose souci. Donc, on a déjà la chance de partir, on est parti d'un constat. Donc je pense qu'aujourd'hui, on commence un petit peu à communiquer sur le nouveau packaging et on n'a que de l'engouement en face. Donc voilà, c'est assez simple en ayant des clients qui ont déjà une empreinte écologique forte, quoi. Voilà, ça aide. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe Donc, je suis Thierry Le Guen et je travaille pour l'AITA, donc la marque Paysan Breton. Donc, vous parlez de gras, justement, et des problématiques. Donc, le beurre ayant 82% de gras, donc je pense que vous n'êtes peut-être pas à la veille de répondre à ma question, mais est-ce que vous avez déjà des travaux engagés là-dessus? Oui, forcément, parce que sinon je suis mal. Non, on a effectivement des travaux engagés, mais avec différents stades. Je pense, d'après ce que je peux voir autour de moi, que la phase ultime, c'est effectivement la chromato. Parce que je pense que là, on a une barrière aux graisses qui est vraiment, on va dire, pratiquement totale, quoi, hein. Quand on parle de kit, ce serait sur un kit 12/12, donc je ne vois pas comment aller au-delà. Mais on a effectivement des stades intermédiaires qui nous permettront quand même déjà d'atteindre un bon degré d'agressabilité, mais tout dépend des produits justement de notre client. Ce qui ne veut pas dire que l'on a une démarche qu'avec, bien sûr, Nature et Aliments, hein, mais on se sert en tout cas des travaux que l'on fait sur leur technologie et leurs produits, pour se dire après comment on peut l'étendre effectivement à d'autres clients. Aujourd'hui, la mécanisation chez Nature et Aliments se fait avec des machines qui sont horizontales. Bien sûr que durant l'année 2019, on va travailler sur des machines verticales pour absolument qu'on puisse passer notre support sur tout type de machines de conditionnement existantes aujourd'hui sans en créer des nouvelles. Moi, je travaille pour Bonduel, du coup, je suis concernée par des sachets de salade et de la soudure. Donc, je vais plutôt parler de machinabilité. Et du coup, je voulais savoir un peu votre expérience au niveau des machinabilités et de la qualité de soudure, si vous avez remarqué un peu un différentiel, et si, du coup, vous utilisez différents types de soudure, de la thermique, de l'ultrason, et est-ce que, voilà, on remarque des différences par rapport
aux matériaux plastiques aujourd'hui qui sont couramment utilisés pour les sachets. Alors sur la soudure, aujourd'hui on fait des emballages préformés comme ceux que vous avez là. Donc là on peut utiliser effectivement les deux technologies, c'est-à-dire de l'ultrason et du thermique. Mais ce qu'on cherche à développer avec le papier, c'est surtout du thermique, pour que ça puisse s'intégrer sur la majorité des machines. Maintenant pour l'emballage au niveau des salades, là on n'a pas d'expérience. Et le passé nous indique que vraiment il faut passer par le stade expérimental avec les clients pour se dire ça marche ou ça ne marche pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de nos clients qui, justement, pour essayer de définir au mieux les qualités barrières, commencent à refaire des tests pour vraiment se dire on a besoin de telle qualité barrière et ce n'est pas la peine de chercher l'équivalent de l'aluminium. Je pense à un client en particulier qui m'a demandé d'atteindre tip-top l'aluminium. J'y arriverai pas. Et puis c'est même pas la volonté. Ce que je veux, c'est vraiment s'adapter au fur et à mesure, parce que économiquement, je pense qu'il y aura aussi un impact, si on veut absolument rejoindre l'aluminium. Donc je préfère y aller graduellement, parce que c'est pas la peine de s'envoyer sur des choses qui ne sont pas utiles pour le marché. Je peux ajouter aussi, nous, sur nos lignes de conditionnement, donc pour l'instant, ça a été développé uniquement pour les lignes d'ensachage horizontales. Donc, on a joué un petit peu sur les températures de scellage. Sur le temps de scellage, non. Voilà. Mais aujourd'hui, on conserve la même cadence machine qu'avec le film alu. Voilà. Donc, la prochaine étape, ce sera de passer sur les ensacheuses verticales. C'est une de nos demandes aussi. Voilà, pour voir le comportement, je pense, Oui, moi j'ai juste une question, c'est pour toi Jean-François. Comment un produit comme ça, si je rebondis sur ce que vous avez dit sur les produits en gras, comment est-ce qu'un produit comme ça est considéré une fois qu'il est vide au niveau du recyclage? Parce que s'il y a du gras, s'il y a du matériau, s'il y a des aliments, on sait que c'est pas géré pareil, même si tu as un produit 100% recyclable, parfois il faut aller mettre ça dans des déchets ménagers et non pas dans les déchets de recyclage. Alors, sur les emballages qu'on va appeler emballages souillés, emballages alimentaires, la position c'est que les traces de gras ou les quelques résidus de contact de l'aliment, je veux dire, n'engagent pas ou n'entraînent pas une non-recyclabilité de l'emballage. Il faut mettre dans la collecte sélective. Évidemment, la consigne c'est que si vous avez utilisé que la moitié du sachet de poudre, la présence de la moitié de l'aliment dedans n'est pas à mettre évidemment dans la collecte sélective. Mais les traces de contact sur l'emballage fibreux ne remet pas en question la recyclabilité. Oui, j'abonde complètement dans ce sens-là, puisqu'on a vu que les souillures organiques qui pourraient arriver avec ce genre de matériaux ne sont pas du tout gênants dans nos procédés de recyclage. La partie microbio qui peut être associée à la souillure organique n'est pas compatible avec nos procédés. Elle n'a pas moyen de s'épanouir dans nos procédés. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce genre de produit, si ça vient dans nos procédés de recyclage, c'est plutôt bon dans la mesure où ça apporte aussi des fibres vierges de première facture. Voilà. Parce qu'on a besoin, du fait du recyclage répété, d'avoir aussi des intrants de fibres vierges. Voilà. On nous dit en tant que citoyen que si l'objet est souillé, enfin si le matériau est souillé, il ne faut pas le mettre dans la poubelle pour des matériaux recyclables. Or, manifestement, c'est pas vrai. Alors, c'est toute la difficulté de la définition du niveau de souillure. On parle souvent du carton à pizza. Le carton à pizza avec une part de pizza dedans n'est pas à mettre dans la collecte sélective. Il faut séparer la part de pizza dans les ordures ménagères résiduelles et le carton à pizza dans la collecte sélective. Par contre, le carton de pizza qui a encore les traces d'huile, parce qu'on a mis de l'huile piquante et que ça s'est imbibé, c'est à mettre dans la collecte sélective et ça ne remet pas en cause sa recyclabilité. Est-ce que ça a entraîné un surcoût pour vous? Est-ce que vous avez pu, sinon, le répercuter si jamais vous avez eu un surcoût? Donc aujourd'hui, pas de surcoût. On n'a pas encore vraiment tout finalisé ce point-là. C'est en négociation. Voilà. En tant que partenaire, on se dit bon,
ça va passer. Donc voilà, mais voilà, l'idée c'est de ne pas aller sur un surcoût sur l'emballage. C'était aussi une de nos demandes aussi dès le départ, parce que si c'était pour avoir un emballage qui va 10 fois plus cher, ça n'aurait pas pu être viable en termes de projet, quoi. Je vous remercie d'avoir posé la question. Non, mais c'est vrai que l'objectif, en tout cas, d'être économiquement viable, a toujours été inclus depuis le début. Donc, il peut y avoir, selon les produits, quand même, un surcoût. Mais ça, tout dépend d'où on part. Hein. Là, on part quand même d'un matériau qui est quand même un complexe en 4 couches, là. Si on part d'un OPP de l'autre côté, là il peut y avoir un surcoût qui va être quand même plus important. Donc c'est vraiment variable en fonction du produit et en fonction de l'emballage existant.